Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la MRC du Rocher-Percé dépose son plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années. Puis ce qu'on veut, c'est que toutes les forces vives du milieu puis de notre région doivent travailler en synergie à sa réalisation. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles obtient 2,3 millions de dollars pour l'innovation dans l'exploitation industrielle des algues de culture. Mais ça montre une richesse, un travail d'équipe, de mise en commun, de développement d'expertise, puis le positionnement du Cégep avec les autres Cégeps du Québec. On rencontre le curé de Grande-Rivière, M. Serge Tidjali. Mais une chose est sûre, pour le moment, je peux garantir aux gens qu'avec le conseil de fabrique et tout le monde qui nous entoure, qu'on a sondé, on va retourner à l'église le dimanche des Rameaux. Et la capsule Foot Bassin avec M. Roger Clavet. Et la personne nous a contactés, puis sous le couvert de l'anonymat, elle nous a dit « Écoutez, je peux vous donner de l'information, mais nous, on ne va pas rentrer là-dedans puis sans vérifier. » Il fallait avoir le point de vue de l'employeur, il fallait voir le point de vue de Service Canada. Et c'était une véritable enquête que ça a donné. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 11 mars dernier, la MRC du Rocher-Percé a présenté à sa population son plan stratégique de développement dans une perspective de développement durable. Ce plan met en lumière 4 enjeux. Devenir le territoire récréo-touristique numéro 1 au Québec, diversifier l'économie de la région, conserver les services de proximité et maintenir le développement des infrastructures et des services de transport. Dès maintenant, les diverses instances et organisations de la MRC du Rocher-Percé sont appelées à se mobiliser pour mettre en œuvre les actions concrètes proposées. Madame Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Je vous dirais que maintenant, c'est à chacun de se l'approprier. Et puis ce qu'on veut, c'est que toutes les forces vives du milieu puis de notre région doivent travailler en synergie à sa réalisation. Maintenant qu'on l'a pondu, ben là, on va le concrétiser. Ça fait que c'est la première marche, c'est la première étape d'un travail. Ça va être notre chemin de Compostelle, sur la route du Rocher-Percé. On va prendre en main notre développement, puis on va se mettre sur la route vers une même direction, propulsé par un même élan, puis ça va être de travailler ensemble sur la route du Rocher-Percé. Et de cette histoire, vous êtes non seulement les principaux acteurs, mais d'abord et avant tout, les créateurs. La destination est identifiée, les véhicules ont été étudiés, analysés, sur toutes ces coutures, et choisis. Les différentes étapes pour y arriver sont claires. Il ne reste maintenant qu'à créer la dynamique, la synergie. On a besoin de vous, puis on a besoin de nous. J'ai aussi rencontré le maire de Percé, M. André Boudreau, et le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens, pour bien saisir l'impact de ce plan stratégique sur chacune de ces municipalités. Monsieur Boudreau, un plan stratégique sur 5 ans. On voit que le volet touristique a une importance, très grande importance dans ce projet de plan stratégique. Bien, en fait, c'est notre industrie, surtout à Percé. Notre ville repose, je pense, presque à 100% sur le développement touristique. Alors, le créneau récréo-touristique nous touche beaucoup plus que le restant de la MRC. Cependant, ensemble, on l'a démontré pendant l'été dernier, à la signature de la réforme, qu'ensemble, on est conscient que Percé doit se développer, doit être ciblé comme le produit d'appel, et tout le monde en profite après. D'après vous, le plus grand défi de ce plan stratégique-là, ça va être quoi? Le plus grand défi, c'est de chacun prendre son créneau puis de le faire avancer. Se l'approprier, puis de s'investir dedans. Puis c'est pas seulement la job de la MRC, mais de chaque maire de remonter, je dirais, ses compétences pour amener à bien cette stratégie-là. C'est sûr que une stratégie, c'est une stratégie. Il y a un chemin à forger pour s'y rendre. Mais on a quand même un bon bout de fait, là. On a quand même de quoi de fait là-dessus.
spécifiquement pour la ville de Percé, est-ce que vous pourriez me sortir 2 ou 3 projets là, qui sont vraiment prioritaires en ce moment? Bien, je veux dire, en tout cas, tu connais le projet du Géoparc. Je veux dire qu'il est à terminer. On est en train de terminer ce projet-là. Puis, ça va être porteur. Une réorganisation qui a été faite, intelligente. Cette réorganisation-là, moi, je trouve qu'elle va être gagnante pour Percé. C'est sûr qu'il y a dans les cartons beaucoup de projets. Quand on parle de la réforme maritime, on parle de réorganisation, on parle d'amélioration de la qualité, on parle d'augmentation de l'achalandage. Tout ça, ça se traduit par des retombées économiques automatiques, là. Alors, de rebâtir, de refaire nos infrastructures, les amener adéquatement là, en date d'aujourd'hui, mettons, bien là, à ce moment-là, on est en mesure de donner un meilleur service, développer de la qualité. Le menu est quand même chargé, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a où ça sera la responsabilité des commerçants, d'autres, ça sera la responsabilité des travailleurs, des résidents, d'autres, ça va être la responsabilité de la ville, d'autres, tu sais, c'est pas toute la responsabilité de la ville de réaliser un virage comme on veut faire. Mais pour la ville de Grande-Rivière, là, ça consiste en quoi comme défi pour vous? Là? Bonjour Mirko. Donc, au-delà des enjeux stratégiques de la MRC, nous, déjà, on a des infrastructures qu'on a travaillées puis on va travailler là-dessus durant les années à venir. Lorsqu'on parle, par exemple, des haltes routières pour le récréo touristique, on a 3 haltes routières, une dans chacun des quartiers. On a un sentier pédestre qui se rend au belvédère, qui surplombe la rivière de Grande-Rivière. On a nécessairement la passerelle, et puis pour la motoneige et le quad, le VTT. Nous avons construit une tour d'élévation du côté ouest de la rivière, une tour qu'on peut voir tout le côté ouest de la ville de Grande-Rivière. Non loin de là, on a une piste, un sentier pédestre de 1,5 km le long de la rivière. À l'heure actuelle, depuis l'année passée, on a commencé un projet pour un débarcadère concernant l'arrivée ou le départ des canots et des kayaks sur la rue de la Croix. Il y a des travaux qui ont été faits. La demande est maintenant au ministère de l'Environnement. Ça prend le permis. À minute qu'on va avoir un permis, les travaux vont être exécutés à notre débarcadère. Parce qu'on veut, avec le travail qu'on fait pour l'aéroport régional, on veut mettre en valeur la rivière de Grande-Rivière. Vous savez que c'est un attrait touristique important. Une des plus belles rivières à son nom de la Gaspésie. Et puis, on veut mettre ça en valeur. Et nécessairement, on a un joyau dans la rivière, la réserve écologique. Il y a quelqu'un qui me disait de la MRC, après les fêtes, il y a un avion privé qui est venu à Grande-Rivière, ils sont venus à la pêche au saumon, mais vu qu'ils ont eu connaissance qu'il y avait une réserve écologique, ils ont resté 2 jours de plus, je pense qu'il était 5 ou 6 personnes. Déjà, là, le tourisme récréo-touristique, on a besoin de ça en Gaspésie. Nous autres, on a des projets déjà en marche là-dessus, donc je viens vous libérer. Il peut y en avoir d'autres, mais on met l'accent là-dessus, nous autres. Je pense pas que la vision aujourd'hui d'un maire, c'est d'avoir des grosses industries. On peut mettre un bémol là-dessus. C'est arrivons, puis travaillons tous ensemble avec la MRC, développons chacun notre secteur, à plus petite échelle. On a un projet du Géoparc à plus grande échelle, à l'échelle régionale. Puis je pense que chaque municipalité peut travailler de concert pour apporter des gens dans sa région. Puis aussi, il y a le volet culturel qu'il ne faut pas oublier. On a une maison de culture. Il y a 30 à 40 activités qui se font au point de vue culturel. On a la télévision communautaire, qui est un acquis, la culture. On a la télévision communautaire. On est chanceux de l'avoir chez nous, dans notre municipalité. Et puis tout ça ensemble fait que je pense que Grande-Rivière va bien se situer au point de vue touristique, là, puis à l'échelle dans tous les domaines touristiques, récréo-touristiques, en tout cas peu importe. Nous autres, on travaille dans ce sens-là. Puis aussi, il y a une autre l'infrastructure
culture qui me tient à cœur, c'est le théâtre, pourquoi pas? Au point de vue activité culturelle, puis tout ça. Ça fait qu'en tout cas, tout le monde, on travaille ensemble, puis nécessairement, il y a le gros projet du FAC, puis que la municipalité fait front commun, c'est-à-dire l'université fait front commun pour avoir une réussite là-dedans. Parce que vous savez, s'il y a du monde, beaucoup de monde à percer, ils vont en avoir chez nous. Au niveau de l'aéroport? Au niveau de l'aéroport, on a des rencontres de fait. Il y a une étude qui a été faite pour agrandir la piste à 6 000 pieds. Vous savez qu'ici, il n'y a rien de facile. Mais un petit train va loin, puis on travaille pour le développement de l'aéroport avec les instances concernées. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Le 12 mars dernier, une conférence de presse avait lieu à l'École des pêches de Grande-Rivière pour annoncer que le Cégep de Gaspésie-des-Îles obtient une subvention de 2,3 millions de dollars du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour le renforcement de l'innovation pour le programme de recherche Optimal, un programme de recherche conjoint qui vise à accompagner le développement d'une filière intégrée pour une exploitation industrielle des algues de culture. Isabelle Gendron-Lemieux, coordonnatrice du programme Optimal. Alors, peut-être un résumé globalement en quoi va consister la réalisation des 5 prochaines années. Là. C'est tout un projet en soi. Là. Oui, c'est tout un projet. En fait, sur 5 ans, c'est un projet qui est autour de 3 axes. Donc, on a un axe où c'est la culture des algues en soi, donc ce qui va nous produire notre biomasse. Après ça, c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est d'utiliser cette biomasse-là pour faire des produits, donc pour développer des produits, développer des procédés qui nous permettent de valoriser cette biomasse, puis en ciblant des marchés lucratifs. Donc, l'axe 3, sinon, c'est d'utiliser les résidus de ces extractions-là, puis de les valoriser également. Donc, pour vraiment créer une filière intégrée. Donc, valoriser ces résidus-là en coproduits. On parle aussi de l'implication de plusieurs partenaires, tant au niveau de l'expertise en place que l'ensemble des collaborateurs. Oui, tout à fait. Énormément de partenaires, plusieurs partenaires industriels, également des partenaires centres collégiaux de transfert technologique. Donc, c'est sûr qu'on vient chercher des expertises complémentaires, donc une équipe multidisciplinaire. Je pense que c'est important de travailler en équipe comme ça, multidisciplinaire, pour avancer dans un développement industriel. Ça vient aussi naturellement consolider des emplois et ça vient consolider aussi l'expertise en place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je l'ai mentionné dans la conférence de presse, c'est l'aboutissement de 10 ans de recherche au Québec sur la culture des laminaires. Puis on parle d'environ 5 ans de recherche sur la valorisation de ces laminaires-là. Donc, ça vient tout à fait consolider des années. Et à court terme, ce serait quoi le plus grand défi à relever? À court terme, le plus grand défi à relever, c'est une excellente question, je n'étais pas prête à cette question-là. Je dirais, c'est d'avoir tout le monde en place, parce que là, l'an 1, on a mis en place tout ce qui était produire la biomasse, mettre à l'eau les plantules d'algues. Là, on va récolter. Donc, avec la récolte, par la suite, c'est de vraiment mettre en place tout le reste de la chaîne. Donc, je pense que ça va être un premier bon défi. Donc, on parle d'une belle valorisation d'un produit qui était peut-être un peu sous-estimé. Hein? Tout à fait, oui, tout à fait, je le crois, sous-estimé. On parle d'énormément de kilomètres de côte ici au Québec. Donc, on a vraiment le potentiel pour développer cette industrie. Pour le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, c'est une fierté de participer à des projets innovateurs. Madame Suzanne Bourgette, présidente intérimaire du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Oui, je pense que ça témoigne du dynamisme, de l'innovation, de la synergie. Moi, ça me parle beaucoup, ça. On a la chance d'avoir un collège d'enseignement général en Gaspésie avec 4 campus. Hein, je rappelle, le campus ici à Grande-Rivière-les-Pâques, à Carleton, aux Îles-de-la-Madeleine et bien sûr à Gaspé. Donc, avec une représentativité au conseil d'administration qui représente ça, cette grande région-là. Donc, c'est ça. L'annonce aujourd'hui, ça dit que c'est un cégep, j'ose dire grandeur nature, puis je ne vais pas faire un jeu de mots parce que c'est le slogan du cégep, mais ça dit que c'est grandeur nature pour le paysage, mais aussi dans le savoir puis le développement. Ça me fait plaisir de vous dire ça. C'est un beau projet d'innovation. Oui. Moi, je suis pas très connaissante dans toutes les CTT, puis M. Galipeau, le directeur général, serait plus à même de vous en parler, mais ça montre une richesse, puis un travail d'équipe, de mise en commun, de développement d'expertise, puis le positionnement du cégep avec les autres cégeps du Québec. Bien, mesdames, messieurs,
Messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, on en profite pour discuter avec Monsieur le curé, Monsieur Serge Tidjani, de la situation de la célébration de la messe dans la paroisse de Grande-Rivière. Tout d'abord, bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous écoutez, je vous salue aussi. Merci, M. Serge, d'avoir accepté de discuter avec nous cette semaine de la situation de la célébration de la messe. Peut-être un petit rappel pour la population de Grande-Rivière. Les gens le savent, sont pas mal tous au courant de la situation, mais pour les gens des autres territoires, on célèbre la messe actuellement à l'âge d'or Amitié, oui, dû naturellement au coût de chauffage élevé en ce qui concerne l'Église en tant que telle. Oui. Alors, faire le point sur la situation, les gens, là, on le sent, il y a beaucoup de questionnements. On a hâte là, que la célébration revienne à son endroit initial, c'est-à-dire à l'Église de Grande-Rivière. Donc, le point sur ce dossier. Bon, le point, très vite, un rappel. Vous vous rappellerez que le 11 janvier, on a dû déménager de l'Église pour des raisons du coût de chauffage et des problèmes qui se sont encore ajoutés en plus au chauffage pour nous retrouver au Club de l'Âge d'Or. Et on avait dit qu'on restait au pire de l'hiver et pour revenir autour de Pâques. Donc, effectivement, pendant tout le mois de janvier, à partir du 11, tout le mois de février et quasiment tout le mois de mars, on est resté au Club de l'Âge d'Or sur la rue du Parc. Et le 29 mars, le dimanche des Rameaux, cette expérience arrive à sa fin parce qu'on espère que ça va commencer à faire plus chaud. Et avec le dimanche des Rameaux, on retourne à l'église. Donc, on aura fait quand même 11-12 semaines au Club de l'Âge d'Or, dans l'espérance que quand on fera l'exercice après, on verra si, malgré les funérailles, et on en a eu beaucoup, 7 en janvier, je pense que c'est un record, 4 en février, si je ne m'abuse, et en ce moment aussi où je vous parle en mars, c'est 2 célébrations ou une célébration, je ne sais pas les chiffres exacts. Alors, ça change les donnes, mais malgré tout ça, est-ce que, premièrement, on a économisé par rapport au chauffage? On aura le temps de faire cet exercice. Mais une chose est sûre, pour le moment, je peux garantir aux gens qu'avec le conseil de fabrique et tout le monde qui nous entoure, qu'on a sondé, on va retourner à l'église le dimanche des Rameaux. Et donc voilà pour ce qui est de l'exercice, j'allais dire matériel des choses. Et je voudrais prendre le temps de dire merci aux gens qui ont travaillé pour qu'on s'adapte. Des gens ont d'abord accepté. Ce n'était pas évident pour les gens de dire on sort de notre église. Même lorsque, objectivement, logiquement, on sent que les raisons valaient la peine, c'est pas évident. Ça touche quelque chose de nous. Mais chacun de nous a fait son chemin, a accepté ce qu'il fallait. Et même plus que ça, je disais sur le plan matériel, beaucoup se sont cotisés à dire les frais de location, on va les assumer. Puis je pense que si la tendance se maintient, pour parler comme quelqu'un, si la tendance se maintient, ce qu'on aura dépensé pour payer la location, tout le temps on a été à l'âge d'or, ça aurait été assumé en extra par les paroissiens. Donc, voilà un peu. Puis les gens qui ont travaillé à organiser la salle, mettre le système de son, amener tout là-bas pour préparer la messe, pour la table, l'autel, tout ce que moi j'utilise. Moi j'arrive où l'abbé Yvon, on arrive juste pour la messe. Donc c'est du monde qui travaille. La chorale qui s'est adaptée, trouver son petit lieu. Monsieur Raymond avec son appareil qui enregistrait. Les gens qui ont préparé la salle, tout le monde, on a pris ça vraiment comme une cause commune. Puis chacun, malgré la peine qu'on avait de sortir de notre église, chacun y a mis sa part. Et moi, j'ai vu à travers ça une façon d'être solide et solidaire aussi, et de travailler ensemble. Un beau geste de solidarité. Donc, c'est un peu ça sur le plan, j'allais dire matériel. Maintenant, sur le plan communauté ecclésiale, sur le plan église, ça a été, à mon avis, merveilleux de vivre cette expérience. Parce qu'on a une très grande église à Grande-Rivière. Et alors, on est éparpillés dans cette église le dimanche. On est là. Ce n'est pas pareil quand, à l'âge d'or, on était assis sur nos chaises et qu'on était collés, j'allais dire compact. La communauté était, le dynamisme ou la dynamique de la communauté, ce n'était pas pareil. C'était pas pareil. Et j'ai vu comment les gens arrivaient, parlaient, se soutenaient, comment c'était ensemble et comment on embarquait aussi les gens à chanter. Voilà, c'était vivant. Ça a été une expérience d'église. Et moi,
mon rêve, mon espérance, c'est que quand nous allons retourner à l'église, notre bâtisse, qu'on puisse retrouver ce climat-là. C'est une expérience qu'on a vécue. Voilà un peu, en gros, ce que moi je vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui vous ont posé plein de questions et je suis prêt à répondre à ça. Donc, dans le fond, les gens, le questionnement allait surtout, est-ce que le retour va se faire bientôt? L'annonce vient d'être précisée, donc au niveau du dimanche des Rameaux. Et c'était à savoir si l'exercice en avait valu la peine, est-ce qu'il allait se réitérer pour l'année suivante. Mais je pense qu'en introduction d'entrevue, vous avez bien précisé qu'il va naturellement y avoir une analyse de l'ensemble de la situation. C'est sûr que sur le plan humain, sur le plan spirituel, on a gagné de voir qu'on peut faire communauté, peu importe ce qui arrive. Mais on va refaire l'évaluation sur le plan matériel. Et c'est important. En nous disant, si nous étions restés dans l'église pendant tout le mois de janvier, donc nos 4 dimanches, avec cette funéraille, combien le chauffage aurait coûté? Exactement. En sachant que ça a coûté tel montant quand on est resté dehors, en sachant que ça a coûté tel montant l'année passée. Puis, c'est tout cela qui va nous déterminer, moi et le conseil de fabrique, c'était clair que ce n'est pas des décisions qu'on prend seul, que ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère, c'est tout cela qui va nous déterminer à dire est-ce que l'année prochaine ou est-ce qu'une autre année, si on est retrouvé dans cette situation, on irait. Mais en attendant de tout cela, il y a aussi le fait qu'actuellement, on est en train de faire un grand projet à étudier le chauffage dans l'église de Grande-Rivière. Parce que le chauffage n'est pas vraiment adapté. Moi, ça fait 5 ans, la 6e année, que je suis curé à Grande-Rivière. Puis depuis, on a toujours des problèmes de chauffage. Ça dépense cher et on n'a pas le résultat qu'il faut. Donc, je ne peux pas donner de détails par rapport à ça ici maintenant. Mais quand le moment viendra, quand on a fait déjà l'exercice avec les paroissiens le 18 février, on en avait parlé. Quand le moment viendra, on rassemblera aussi les paroissiens pour dire voici ce qu'on a eu comme solution aux différents problèmes qu'on a. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensemble, on se décidera. Donc, c'est un dossier à suivre. On va suivre ça de près et naturellement, vous allez profiter, étant un proche bénévole de TVCGR, pour informer la population lorsque ce sera le temps de le faire et qu'on aura l'information nécessaire. Merci d'avoir accepté de faire le point sur ce dossier-là à la télévision communautaire télévision communautaire de Grande-Rivière. Oui. Et au plaisir de se revoir dans un autre contexte, bien sûr. Merci et bonne semaine à vous. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule Fou de bassin, toujours en notre compagnie. Oui, M. Roger Clavet, éditeur du journal Fou de bassin. Ça va bien, M. Roger? Très bien, Mirko, très bien, très bien. Je suis content que vous m'ayez présenté comme le fou de bassin, parce que je suis un des 2 fous. L'autre, c'est mon fils, qui est directeur de la publication. Mais effectivement, le nom commence à me coller à la peau. Les gens disent « Le journal Le Fou de bassin », Roger Clavet. Ça ne me dérange pas parce que, comme il y a un grand poète qui a dit un jour, j'ai mieux passer pour fou que passer tout droit. Bon, on dit fou de bassin, on doit dire, les articles qu'on peut retrouver à l'intérieur du journal sont loin d'être fous. Ils sont même très collés sur la réalité. Et on a discuté en préparation d'entrevue qu'on allait discuter d'un reportage, d'un texte qui a été écrit en ce qui concerne, je vais lire le titre, « Coup de filet de Service Canada à l'usine E. Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse de Gaspé ». C'était un sujet dont on entendait parler un peu dans la population, mais aucun média ne s'était attardé à approfondir le dossier et même à réaliser un article sur le sujet. Et vous avez osé aller jusqu'au bout de ce journalisme d'enquête-là qui s'est présenté à vous. Bien, c'est parce que, Mirko, vous savez, le fou de bassin, l'oiseau qui donne son nom au journal, il plonge pour aller voir sa nourriture, pour aller voir sa subsistance, pour aller voir aussi ce qui se cache sous l'eau. Ce qui se cache dans la réalité de notre région, parfois, c'est pas toujours agréable, mais on se dit c'est quand même une réalité. On ne va pas montrer seulement le beau côté des choses. Le journal Le Fou de bassin, c'est pas une carte postale. Et quand quelqu'un a communiqué avec nous, parce que c'est maintenant de plus en plus fréquent que des lecteurs nous mettent sur des pistes. On avait tous entendu parler de la fraude à l'assurance-emploi, mais il nous manquait des éléments. Et la personne nous a contactés, puis sous le couvert de l'anonymat, elle nous a dit « Écoutez, je peux vous donner de l'information,
mais nous, on ne va pas rentrer là-dedans puis sans vérifier. Il fallait avoir le point de vue de l'employeur, il fallait voir le point de vue de Service Canada. Et c'était une véritable enquête que ça a donné, du journalisme d'enquête avec des moyens très limités. On est très heureux du résultat parce que les commentaires qu'on a des gens dans ce numéro-là, c'est que les gens disent « Merci d'avoir touché à quelque chose qui va peut-être contribuer à améliorer la situation ». L'objectif n'étant pas, bien sûr, de dire « il y a un coupable ». En fait, si on regarde le travailleur saisonnier, puis l'assurance-emploi, on comprend que c'est presque une invitation à contourner la loi, parce que Service Canada ne s'est jamais beaucoup adapté à la réalité gaspésienne, par exemple, des travailleurs saisonniers. D'autant plus qu'il y a eu une certaine tolérance dans les années passées par rapport à ce mode de fonctionnement-là. Et puis, du jour au lendemain, c'est un peu la norme qui a changé. Et puis, on en est arrivé à ce qu'une personne a dénoncé tout cela. Et ça a eu l'impact qu'on a vu dans l'intérieur de l'article. Puis, en même temps, l'impact, c'est aussi une forme de crédibilité qu'on donne encore plus au journal. On fait des blagues sur le nom, le fou, c'est amusant, c'est intelligent, c'est drôle, mais c'est quand même sérieux au niveau de la présentation. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour lire, un temps pour réfléchir. Il y a tout ça dans ce journal-là. Alors, ce qui est intéressant avec particulièrement ça, moi, ça faisait quand même des années que je n'avais pas fait du journalisme d'enquête. Oui. Je l'ai enseigné, et mon fils et moi, comme lui, le directeur de la publication, quand on a des informations de cette nature qui nous arrivent, on a un réflexe de discernement, de dire « attention, on ne va pas tout publier ». D'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois, c'est pas une primeur, il y a quelqu'un qui est arrivé dans des circonstances à peu près identiques avec une information qui était, d'après cette source, béton, solide, mais qui impliquait des réputations en jeu. Et on a décidé de ne pas jouer cette nouvelle, qui s'est retrouvée quelques jours plus tard dans le Journal de Québec à la une. Donc, on a été vraiment très circonspect, très prudent, parce qu'on se dit, c'est pas parce qu'on est une petite équipe qu'on va travailler à moitié. On travaille plus fort pour donner des éléments d'information qui vont faire réfléchir et peut-être, si on le souhaite, là, changer les choses. Est-ce qu'à l'intérieur de ce journalisme d'enquête-là, pour cet article-là particulier, est-ce que c'était facile de faire l'équilibre? Quand je parle de faire l'équilibre entre l'information qui venait d'une personne à l'intérieur, d'un travailleur ou d'une travailleuse qui était sous l'anonymat à l'intérieur de l'article, versus l'information de l'employeur et, naturellement, au niveau du gouvernement du Canada. C'était pas facile de départager, d'abord, comprendre bien l'enjeu. Moi, je suis pas un gars qui a travaillé dans des usines de transformation de poissons, puis j'étais comme tout à fait nouveau là-dedans. On m'explique des termes. Des fois, chaque métier a son vocabulaire. Donc, la source nous donnait de l'information, il fallait vérifier. Mais tout le long, on a senti l'honnêteté de la démarche, l'intégrité de la démarche en disant les petits travailleurs à 10-12 piastres de l'heure, là, quand ils doivent payer 3-4 000 piastres d'amende, ben, c'est une réalité. Et on n'allait pas se cacher, nous, pour dire on va essayer de comprendre. Et puis, c'est un petit peu dans ce contexte-là que l'équilibre a été atteint en allant voir la version de chacun. Puis là, le lecteur, c'est lui qui est libre de réfléchir. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'opinions de plus. Il y a tellement d'opinions qui circulent. Mais est-ce que vous avez retrouvé, est-ce que c'était aussi facile d'aller chercher l'information sur les 3 volets, là? Je pense que Service Canada a été celui qui a traîné le plus la patte. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on le lit. Mais il y aura, dans le prochain numéro, un suivi, parce qu'on a eu à la fin une réaction de Service Canada. Du côté de l'employeur, on a eu une très bonne collaboration. Quand on a bien expliqué l'objet du reportage, qu'est-ce qu'on voulait faire, l'employeur a vraiment décidé d'ouvrir grand les cartes pour qu'on comprenne très bien ce qui se passait. Et puis, finalement, l'industrie aussi surveillait qu'est-ce qui se passait pour voir est-ce que c'est un cas unique ou pas. Mais en réalité, je pense... Oui, allez-y. Je vais tout de même oser vous poser la question. Est-ce que vous avez ressenti qu'à quelque part, il y avait une responsabilité majoritaire de la part de l'un des 3 intervenants dans ce dossier-là? Est-ce que vous pensez que c'est le travailleur d'usine qui a été un peu la victime là-dedans? Est-ce que c'est l'usine ou c'est le gouvernement qui a mal expliqué et puis qui a décidé de rendre l'usine et le travailleur responsables de la situation dont ils doivent à laquelle ils doivent faire face actuellement, en tant que journaliste d'enquête, de la façon avec laquelle vous avez piloté le dossier? Là. Si je veux être conséquent avec moi-même, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait trop d'opinions. J'en ajouterai pas une. On a tous les éléments pour se faire sa propre idée. Et c'est ce que vous faites, la promotion, en faisant ce genre d'article-là? C'est ce que je crois, parce que si vous prenez d'un point de vue ou d'un autre,
il y a la marge de manœuvre pour dire il a donné la chance, Donc, ils ont donné la chance à tout le monde. Donc, c'est au lecteur, Absolument. de par l'information qui a été présentée de la façon la plus objective possible, de se faire son idée sur Objectif, la je réalité. dirais, le mot est difficile, mais honnête. Honnête. La démarche, elle est honnête. On se dit, c'est pas à moi de dire qui suis-je, moi, comme éditeur, pour dire j'ai raison. Non. On laisse, et c'est ça peut-être Il faut que faire les attention gens... à comment on l'écrit aussi, hein? C'est pour ça que Chaque mot est pesé. Ben, Parce exactement. que vous verrez, quand un petit texte de 400 mots, Oui. ça peut prendre pas mal de temps. C'est pas l'information à aller chercher, déjà c'est un exploit d'aller chercher les sources, mais de le rédiger pour que ce soit compris. Puis vous avez vu le petit clin d'œil, le panier de crabe. Oui. Il y a beaucoup de jeux de mots dans le journal, mais qui ne sont pas gratuits. Coup de filet, c'est un terme maritime, coup de filet de Service Canada. On joue un peu sur les termes pour enjoliver un petit peu, pour présenter de façon plus agréable un sujet qui serait ardu. Puis vous voyez la belle illustration de Mylène Henry, une illustratrice, une peintre de Percé. On a pris du talent local pour parler d'une réalité locale. Et puis, on n'est pas les seuls dans le monde entier qui essaient de joindre les deux bouts pour arriver avec parfois des salaires un peu bas. Mais en réalité, ce qu'on a surtout mis en évidence, c'était la volonté de tout le monde dans ce dossier-là de dire « réfléchissons à voix haute, regardons qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut changer ». Puis je pense que les gens, la réaction, c'est pas de ce genre de journal-là, c'est pas de dire « Ah, bravo, c'est formidable ». On a eu beaucoup de félicitations, on n'a pas eu de critiques. Il y a des gens qui auraient aimé... critique? Ben, la seule critique qu'on a entendue, c'est « Vous auriez dû aller plus loin ». Ah bon? Et nous, on répond « Où étaient les autres médias? Qu'ont fait les autres médias sur ça? » On a innové. Et quand on innove, des fois... C'est pas toujours la médaille qu'on va gagner. Mais l'objectif, c'était pas de gagner les médailles. L'objectif, c'était pas de condamner quelqu'un, mais Absolument de bien pas. l'informer, de laisser les gens se faire leur propre opinion Oui. suite à la lecture. Et comme on le disait, vous l'avez souligné très rapidement tantôt, l'objectif, naturellement, c'est de faire un suivi sur cette nouvelle-là. Et il va y avoir un suivi dans la prochaine édition qui va sortir bientôt, fin mars, début avril. Il faut qu'il y ait un suivi parce que, et ça, c'est la partie peut-être la plus difficile du travail de journaliste. En tout cas, pour moi, j'aime découvrir des nouvelles. Le suivi, c'est un peu plus difficile parce que c'est déjà moins attirant de prendre un sujet qu'on a traité. Mais c'est là qu'est le plus difficile parce qu'il y a des acteurs là-dedans qu'on a consultés. Mais Service Canada, on va donner encore plus de chances de préciser sa pensée. L'entreprise, qu'est-ce qui arrive maintenant? Est-ce que l'entreprise, dans un dossier comme celui-là, est en mesure de dire, bon, tout est réglé, on n'a pas d'amende? Est-ce qu'on a une amende? Est-ce qu'on va payer les sommes dues aux travailleurs? Parce qu'il y avait quand même des heures accumulées. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on attend que Service Canada tranche avant de rembourser les employeurs? Nous, on va devoir suivre ça parce que les gens nous lisent, nous disent « Continuez. Vous n'avez pas été assez loin. » Bien, on va certainement faire l'effort de plus pour continuer la vérité sur ce dossier-là. Et un tel dossier ne peut pas avoir de répercussions sur le moyen et long terme, sur le mode de fonctionnement de l'ensemble des entreprises reliées à la transformation des produits de la mer sur le territoire de l'ensemble de la Gaspésie. Là. Il pourra y avoir des répercussions parce que déjà... Il ne faut pas se le cacher, c'est pas un mode qui est exclusif. Absolument pas, Ah, on n'a pas le faut monopole. pas être naïf non plus. Là. Non, on n'a pas le monopole, mais ce qu'on a tenté d'illustrer, c'est de dire que cette situation-là est consécutive à quelque chose. Ça fait des années qu'on laisse traîner ça. Tout le monde en parlait, mais là, on a dit, c'est assez, on en parle une fois. Et ça ne règle pas tout. Vous avez bien raison. On n'est certainement pas en mesure de tout régler, mais c'est une amorce. Et c'est peut-être la première fois dans 5 numéros. Là, on a fait octobre, novembre, décembre, février. Là, on va faire mars, avril. C'est la première fois qu'on s'attaque à quelque chose de gros, d'assez solide, de musclé au niveau de la recherche. Mais après ça, les gens veulent aussi avoir du divertissement, ils veulent avoir aussi des choses plus légères. Alors, on a notre Jean Perron habituel avec nos chroniques de sport sur le hockey. On a nos chroniques, les cancans, dira-t-on, les potins là, que le voisin, on connaît plus ou moins. Alors, à chaque numéro, c'est peut-être la chronique la plus lue, les cancans, dira-t-on, parce que... Oui, hein, vous avez souligné dans le dernier numéro un collaborateur assez près de TVCGR, une personne qui jouait de la trompette de façon assez spéciale. Hein? Ah oui, puis l'homme trompette, comme on l'a baptisé... Vous m'avez appris quelque chose sur ce monsieur-là que je côtoie très régulièrement. Puis nous, on a eu l'idée de... Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Bien, vous savez, le nombre de personnes qui nous ont dit, l'homme trompette, est-ce qu'il se produit? Est-ce qu'il va aller quelque part? J'ai dit... Alors, on fait découvrir des choses qui sont là, simplement que le regard
du foot-bassin, de le voir de haut, de le magnifier un peu, puis les gens découvrent que finalement, le monde là, est pas mal extraordinaire ici. Il y a du talent un peu partout, mais les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup d'humilité, de modestie. Et quand on dit, par exemple, la dame qui était placière là, au théâtre, à la billetterie, bien, on l'a fait sortir un peu de l'ombre, puis il a dit « Moi, en autant que je rende service aux gens ». Alors, les gens se redécouvrent. Et puis, si vous passez le micro, vous le savez, dans la communauté, dès qu'on rencontre les gens, ils ont des choses à dire, à raconter, puis ils pensent que c'est pas d'intérêt. Alors, nous, on invite les gens, quand ils veulent nous donner des nouvelles sur ce qu'ils font ou sur des gens qu'ils admirent. Il y en a tellement dans la communauté qu'on va essayer de se faire un devoir d'en parler avec humour, intelligence, drôlerie. C'est peut-être ce qui va nous définir de plus en plus. Toujours un journal où on peut découvrir notre communauté, les gens proches de chez nous. Et on va toucher aussi aux politiques. Hein. On a les élections fédérales qui s'en viennent et puis on ne peut pas faire abstraction de ce fait-là. Même moi, là, au niveau journalistique, on a déjà commencé à faire la tournée des différents candidats. Donc, on va toucher un peu le politique. Le politique, oui, puis en même temps, avec beaucoup de précautions. Moi, j'ai fait de la politique dans une vie antérieure. J'en ai fait 2 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour les hommes et les femmes politiques, quelles que soient leurs allégeances. Là, on sait que la préfète a annoncé qu'elle plongeait en politique. Il y en a d'autres qui vont se faire connaître prochainement. On va essayer de ne pas jouer le jeu des grands discours creux. On voudrait que les gens se positionnent par rapport à leur région avec amour, avec passion, puis qu'on ait un œil critique pour qu'à la maison, on pose, nous, les questions que les gens se posent, qui aimeraient qu'on pose aux politiciens. On ne va pas leur donner une pleine page pour dire « Dites-nous, vous êtes beaux, fins et gentils ». On sait que tous les politiciens se le croient, ça. Mais en général, ils font aussi œuvre utile. Et puis, on va essayer de s'efforcer de dire, en Gaspésie, dans notre MRC en particulier, qu'est-ce que ces gens-là qui se proposent comme candidats ont à nous offrir. On va le faire toujours avec humour. Je pense entre autres le reportage qu'on a fait avec Gaétan Lelièvre, le dernier numéro, dans son auto. Donc, enfermer un politicien dans son auto, les portes barrées, et lui dire « on commence une entrevue », ça change complètement la dynamique que de l'avoir dans un studio, parce que sa patinoire est plus petite, là. Et il s'est livré, Gaétan Lelièvre, à cet exercice avec plaisir. Il m'a dit « c'est la première fois de ma vie que je donne une entrevue dans une auto ». Donc, le foot-bassin, ça continue même dans son décor. On essaie d'arranger quelque chose pour que ce soit original pour la personne qui est interviewée, original pour le lecteur qui va lire, puis original pour celui qui fait le métier de poser des questions. Et on s'amuse à chaque fois parce que le décor change complètement. Alors, la prochaine entrevue, je ne sais pas ce qu'elle va aller, là, mais on ne la fera pas sur la Lune pour des raisons techniques, mais quoi qu'on y a pensé. Et puis, en terminant, peut-être un dernier clin d'œil de ce qu'on pourrait retrouver dans la prochaine édition du journal Le Foot-bassin? Bien, si on sort fin mars, début avril, on se doute bien qu'il peut y avoir peut-être du poisson d'avril dans l'air. Alors, peut-être que ce serait intéressant pour le lecteur de surveiller s'il n'y a pas caché entre les pages de notre journal un poisson d'avril qui aurait l'allure d'une vraie nouvelle, mais peut-être qu'elle serait inventée. On ne sait pas. Avec le foot-bassin, c'est toujours l'inconnu, mais on sait qu'avec le printemps, Pâques, c'est le numéro du renouveau. Puis on va certainement aussi, dans un mode plus sérieux, rendre hommage à Georges Mamelonnet, parce que tout le monde sait à quel point dans la communauté cet être-là a apporté des choses extraordinaires. Dernier geste public de M. Mamelonnet, c'est d'organiser un déjeuner pour l'Église. C'est extraordinaire. Et dire qu'il y a des médias qui mentionnent des erreurs de parcours. Imaginez, c'est justement contre ça qu'on s'élève, nous. Le foot-bassin, on essaie d'aller au fond des choses, mais on n'est pas obligé de salir les gens pour aller au fond des choses. Et on trouve que ça sera notre manière à nous de lui rendre hommage, d'une manière qu'on est en train de définir, mais de façon originale et respectueuse surtout. Et les gens, vous le savez, Mirko, les gens en parlent avec beaucoup d'émotion. Ça a été un choc. Donc, on va en tenir compte avec la même qualité de journalisme. Merci du Rocher-Percé. La Gaspésie a perdu un grand homme. Effectivement. M. Georges Mamelonnet. Donc, M. Clavet, merci beaucoup encore une fois pour cette collaboration-là avec la télévision communautaire de Grande-Rivière pour la réalisation de cette capsule Foot-bassin. Et puis, merci d'avoir accepté de partager avec nous la structure journalistique que vous utilisez comme approche, d'avoir partagé, là, en ce qui concerne le reportage Coup de filet du Service Canada à l'usine E. Gagnon et Fils, d'avoir partagé avec nous ce que ça a représenté pour l'équipe du Foot-bassin de traiter d'un sujet d'actualité qui n'était, il faut le dire, qui n'était pas nécessairement un sujet facile. Merci beaucoup, Mirko. À la prochaine. Au plaisir.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images du documentaire Tout un héritage, MRC Côte de Gaspé, un projet du Musée de la Gaspésie. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. En septembre 2014, nous avons demandé à la population d'explorer leurs greniers, leurs sous-sols et leurs garages à la recherche d'objets et de documents anciens, rares et importants pour l'histoire de la Gaspésie. Voici les découvertes que nous avons faites pour la MRC Côte de Gaspé. Cette cravate nous a été prêtée par M. Jocelyn Brousseau de Petite-Vallée et a appartenu à son père, M. Georges Brousseau, du même endroit. On dit de M. Georges Brousseau qu'il était un personnage bien spécial, qu'on pouvait l'aimer ou ne pas l'aimer, mais chose certaine, il ne passait pas inaperçu. Il était un homme très impliqué dans sa communauté, en politique notamment, où il n'avait qu'une seule couleur, le bleu. En 1952, il est l'organisateur de la campagne électorale de l'Union nationale dans le comté de Gaspé-Nord. Les efforts de M. Brousseau ont porté fruit puisque le 16 juillet 1952, c'est le candidat de l'Union nationale, Alphonse Couturier, qui est élu. En guise de remerciement, M. Brousseau se verra remettre cette cravate des mains du premier ministre, Maurice Duplessis. Cet objet nous a été prêté par M. Stéphane Alain, collectionneur bien connu de Saint-Georges-de-Malbaie. Il s'agit d'un cheval sur socle à 4 roues qui était utilisé comme objet par les enfants d'une famille Patterson de Sunnybank, à Gaspé. Avant la Seconde Guerre mondiale et surtout au 19e siècle, chaque famille avait son cheval de bois pour le bonheur des enfants. Aujourd'hui, il s'agit d'un objet très recherché par les collectionneurs. Cet objet nous a été prêté par Mme France Côté de l'Anse-Griffon. Il s'agit d'un collier d'attelage pour chiens fabriqué par M. Yvon Philibert, également de l'Anse-Griffon. Aujourd'hui, quand on pense attelage pour chiens, on pense nécessairement aux chiens de traîneau. Mais à une époque pas si lointaine, la voiture à chien était un moyen de transport peu coûteux et très utilisé en Gaspésie. Dans la voiturette qui était traînée par le chien, on pouvait transporter toutes sortes de marchandises comme des sacs de pommes de terre, du foin, du bois de chauffage, de la morue séchée, du courrier et même des enfants trop fatigués pour marcher. Les chiens attelés ont beaucoup marqué les touristes visitant la région et l'industrie touristique à ses débuts misera beaucoup sur ce type d'image pour produire des cartes postales et ainsi faire la promotion de la Gaspésie. Durant toute l'année 2015, ces objets et documents seront présentés dans différentes bibliothèques publiques de la Gaspésie. Rendez-vous aux bibliothèques de Cloridorme, l'Anse-Griffon et Gaspé pour découvrir ces petits trésors de notre histoire familiale, locale et régionale.